Comment voulez-vous qu'on fasse alors Ben non, c'est un peu vous. Moi, je suis là plutôt pour vous. Je me présente un petit peu, peut-être, quand même. Donc, je suis, comme vous l'a dit, prof à la fac de droit. J'ai eu donc le plaisir, dans mon jeune temps, d'avoir parmi vous quelques-uns qui ont suivi. Je faisais à l'époque des TD, de droit administratif, et maintenant je suis devenu malheureusement prof de droit administratif, toujours dans cette matière-là. Voilà. Donc, cette matière du droit administratif, quel rapport avec les libertés? Déjà, on pourrait se poser la question. C'est le droit de l'administration. Donc, a priori, donc le lien est plutôt lointain. A priori, je dirais. Alors, vous avez pu voir que, justement, concernant la mise en œuvre de l'état d'urgence, il y a eu pas mal de décisions de justice qui ont été rendues, et notamment des tribunaux administratifs, lesquels ont plus ou moins, enfin suivant les cas, certains ont annulé des mesures qui ont été prises dans le cadre de l'état d'urgence, d'autres au contraire ont considéré comme justifiées. Et j'ajouterais que non seulement les tribunaux administratifs ont été amenés à se prononcer, mais également des décisions du Conseil d'État, donc la juridiction suprême de l'ordre administratif, des décisions ont été rendues également en la matière. Et également, là c'est très intéressant également, le Conseil constitutionnel a été aussi amené à se prononcer sur différentes, comme on dit, QPC, c'est-à-dire des questions prioritaires de constitutionnalité, qui, les requérants devant le Conseil constitutionnel excipant de l'inconstitutionnalité de la loi de 1955, puisque c'est encore cette loi qui est aujourd'hui en vigueur concernant l'état d'urgence. Je pense que j'aurai à vous en dire quelques mots. Mes origines italiennes font que souvent je parle avec les mains, c'est pour ça, donc il vaut mieux être loin de moi à l'écart. Bien, voilà. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des vérités à énoncer que vous connaissez peut-être. Alors là, c'est à vous de me dire. C'est pour ça que je vous dis, je vais vous demander un peu comment vous voulez qu'on travaille. C'est aussi savoir ce que votre niveau de connaissance. On en a beaucoup parlé médiatiquement. On a dit des choses très intéressantes, même très intelligentes, et puis des bêtises crasses, des choses ridicules, etc. Toujours pareil, quand il y a des lois d'exception, enfin en tout cas une situation un peu tendue, qui forcément met en question les libertés, face à une situation effectivement grave, bien sûr. Alors il y a toujours les tenants de la liberté absolue, d'autres qui sont les tenants de l'organisation policière absolue aussi. Bref, on a tout. Donc l'idée c'est un peu de voir clair là-dedans et de prendre la mesure des choses. Est-ce qu'on est encore dans un état de droit? Certains semblent dire que non. J'entendais ce matin, je ne sais pas si vous l'avez entendu à la radio, sur France Culture, il y avait Elvie Plenel. On a l'impression, franchement, que finalement, ce qui se passe en Syrie, c'est un régime quand même beaucoup plus démocratique que le nôtre, à l'entendre. Franchement, vu ce qui se passe, je ne sais pas quel est votre sentiment, mais c'est une horreur, toutes les atteintes aux libertés qui sont effectivement bafouées aujourd'hui en France. C'est vrai que quand je suis arrivé ici, on m'a demandé d'ouvrir mon sac. Je m'en remets pas d'ailleurs, oser ouvrir mon sac à moi. Oh, voilà. Bon, il y a aussi, il faut savoir un peu raison garder. Alors, par ailleurs, c'est vrai qu'il y a tout un tas de mesures, d'ailleurs très intéressantes. Vous voyez, certains vont s'y reconnaître parce que on dit qu'en général les juristes sont des gens très carrés, tout ça et tout, mais je ne dois pas être un très bon juriste parce que j'ai jamais été très carré et tout, j'aime bien aller dans tous les sens. Enfin, tout ça pour dire qu'on est en train de parler de l'état d'urgence, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, en arrivant, le petit papillon qu'il y a, c'est marqué Vigipirate. Hein? Or, il y a aussi à se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est le Vigipirate par rapport à l'état d'urgence. Voilà. C'est une question que finalement on ne pose jamais, alors là pour le coup, et qui m'étonne beaucoup par rapport aux libertés. Alors, de quoi on parle? Je me suis amusé finalement, une fois n'est pas coutume, à regarder au-delà des textes de loi ou des décisions de jurisprudence,
j'ai regardé les journaux, bon, les journaux bien, hein, rassurez-vous, voilà, tiens d'ailleurs je me suis trompé de page, c'est pas grave, bon, si, le bilan de l'état d'urgence, après 3 mois d'état d'urgence, un bilan contesté, mitigé, dit Le Monde, et puis surtout, une tribune qui m'a intéressé dans le débat du Monde voilà, maintenant il faut que je prenne mes lunettes, un Monde daté il n'y a pas si longtemps, de la semaine dernière, du 2 février, et où il y a un article d'un collègue à moi qui s'appelle Olivier Beau, qui est d'ailleurs un ami à moi, à propos de la réforme constitutionnelle, vous savez, sur l'état d'urgence, puisque c'est l'objet d'une constitutionnalisation, et il intitule ce projet de réforme comme étant un projet de réforme inutile et inepte. Voilà, avec des encarts qui sont intéressants, un projet liberticide, un formidable recul, etc. Voilà. Alors Olivier Beau, c'est vraiment un professeur de droit constitutionnel très, très au fait, en tout cas, et très susceptible sur le plan de la notion de liberté fondamentale, et au regard de cela, pour lui, vraiment, la constitutionnalisation même de l'état d'urgence est, comme il le dit, à la fois inepte et inutile. À côté de ça, vous avez un autre prof de droit qui s'appelle Jean-Philippe Desrosiers. Alors lui, je ne le connais pas, il est prof à Rouen, et sa tribune est intitulée « Un régime d'exception qui renforce l'état de droit et de démocratie ». Alors, voilà. Et c'est un prof de droit administratif. Ah bon? Bah oui, je crois. Non, c'est pas ce qu'il dit, parce que je l'avais lu. Non, il est prof de droit constitutionnel. Vous savez, voilà, on est prof de droit public en réalité, donc on est théoriquement aussi bien en constit qu'en droit administratif, peu importe. Voilà, non, c'est un spécialiste de droit constitutionnel plutôt. Voilà. Non, mais tout ça pour dire quoi? Ben, c'est très intéressant, c'est que, voilà, par rapport à des textes qui font effectivement beaucoup parler, bah, la position ne peut pas être absolument... Enfin, elle est tranchée, là, vous le voyez, mais elle n'est pas tranchée de manière scientifique. En tout cas, on est obligé de prendre la mesure des choses en fonction, évidemment, des tendances que l'on a d'un côté ou de l'autre. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que l'on est de gauche ou de droite. C'est pas ça le problème. C'est au regard, effectivement, de ce couple qui est celui du couple indissociable, mais indissociable, de la liberté et de la police. Voilà, ou la protection finalement de la liberté, qui est malgré tout la police et la limitation de la liberté. Ce couple, il est indissociable. Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Ça a toujours existé. Et la preuve, c'est que dès 1789, ils l'ont très bien compris, puisque la définition de la liberté, elle prévoit déjà que la liberté, eh bien, elle implique qu'il y ait une protection de cette liberté par l'ordre public. Qu'est-ce que c'est que l'ordre public, ou encore la police, sinon la meilleure manière d'être ensemble et donc de garantir les libertés de chacun? Vous connaissez la fameuse définition de la liberté telle qu'elle résulte de la déclaration de 1789. Hein. La liberté consiste, non pas, ne s'arrête pas là où commence celle des autres, c'est ce que souvent on dit, alors que c'est pas du tout la formule, même si c'est un peu ça que ça veut dire, mais la liberté n'a de limite que la liberté d'autrui. Donc la liberté, voilà la définition qui est exacte, celle de la déclaration de 1789, la liberté consiste à faire tout sauf ce qui nuit à autrui. Voilà. Autrement dit, la liberté, elle suppose qu'elle soit égale pour d'autres également, que chacun dispose de la liberté. Et quel est ce qui permet à chaque liberté, en quelque sorte, de s'exprimer? Eh bien, c'est la loi. C'est la loi qui fixe les bornes à la liberté. Qu'est-ce que c'est que les bornes de la liberté dans un État dit libéral, pas au sens voilà, de politique français actuel, plutôt au sens anglo-saxon d'ailleurs, libéral au sens anglo-saxon, c'est-à-dire un système justement de droit qui assure le fonctionnement de la liberté de chacun. Eh bien, dans ce système libéral,
précisément, la loi, donc, qui garantit la liberté, elle vise à établir une force publique dont la finalité, dont l'objet est précisément d'assurer la garantie des libertés. Ça va même très très loin, je vais jusqu'au bout là, même si je suis administrativiste plus que constitutionnaliste, mais vous voyez que les liens sont assez étroits, mais ça va tellement loin en 1789 qu'il y a une autre disposition de la déclaration de 1789 qui dit à peu près ceci, qu'un État dans lequel la séparation des pouvoirs n'est pas garantie n'a point de constitution. Voilà le terme, n'a point de constitution. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un État constitutionnellement, enfin, qui garantit la liberté, s'il n'y a pas une séparation effective des pouvoirs. Quel pouvoir ? Le pouvoir, à l'époque, les fameux 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Le pouvoir judiciaire étant le pouvoir chargé d'assurer, lui aussi, la garantie de la liberté en évitant que l'exécutif, voire le législatif, ne porte trop atteinte à la liberté. Comme par hasard, ces vieux textes qui nous rajeunissent pas quand même, 1789, on n'était pas vieux à l'époque, hein. Bon, ces vieux textes, de quoi on parle aujourd'hui? De la même chose. Après tout, les critiques qui sont formulées sur l'état d'urgence, sur les lois liberticides, etc., sur quoi ça porte beaucoup le débat? Sur le rôle du judiciaire. Vous avez remarqué quelles sont les garanties juridictionnelles ou du juge judiciaire là-dedans? C'est quand même beaucoup les pouvoirs de police vis-à-vis du juge judiciaire qui n'intervient pas ou n'intervient pas suffisamment ou sans garantie véritable. Voilà, c'est ça le débat. Donc on a effectivement une espèce d'équilibre qui s'établit entre la liberté, la police et le juge. Voilà, on a cette dynamique sur laquelle se fonde effectivement toute notre société depuis au moins 1789. C'est ça l'idée, avec plus ou moins des accidents dans l'histoire, mais c'est ça l'idée, et en tout cas la mentalité juridique sur laquelle on a été forgé, c'est bien cette idée-là. Voilà. Alors, la question, c'est celle de l'état d'urgence. On va rester dans notre schéma d'aujourd'hui, vous êtes d'accord? Alors, je ne sais pas, vous l'avez lu, la loi de 1955 ou pas? Vous la connaissez à peu près, ou est-ce que je vais poser la question autrement. Est-ce que vous pensez utile pour vous que je la reprenne sur différents points ou pas? Oui, d'accord, je crois comprendre que oui. Voilà. Bien. Alors, d'abord, avant de parler de la loi de 1955, que j'ai quelque part. Je l'ai. J'en ai le texte. Je l'ai quelque part. Je le retrouverai. Là, voilà. Voilà. La loi du 7 avril 1955. Il faut savoir que, cette loi sur l'état d'urgence n'est pas la seule disposition concernant des périodes ou des circonstances que l'on dit exceptionnelles. Il y a au moins 2 autres situations visées par les textes qui concernent effectivement des situations exceptionnelles. C'est d'une part l'état, non pas d'urgence, mais l'état de siège, qui est visé par la Constitution elle-même, et d'autre part, qui résulte, alors l'état de siège est fixé par de très vieilles lois de 1850, etc., et qui aujourd'hui a un fondement constitutionnel, c'est l'article 31, si ma mémoire est bonne, de la Constitution, peu importe, voilà. Et d'autre part, outre l'état d'urgence, il y a le fameux article 16 de la Constitution qui donne les pleins pouvoirs, voilà, et qui résulte d'une disposition de la Constitution de 1958. Bon. Il faut savoir d'ailleurs que, et c'est pas inintéressant, que cet article 16 a été récemment amendé, je crois, par
une loi constitutionnelle de 1993, je crois, enfin, qui prévoit que au bout de 60 jours ou de 30 jours, si des députés ou des sénateurs saisissent le Conseil constitutionnel, et au-delà 60 jours, eh bien, le Conseil constitutionnel peut examiner le bien-fondé du maintien des pleins pouvoirs lorsque le chef de l'État décide de mettre en œuvre les pleins pouvoirs. Alors, vous le savez, l'article 16, c'est un article un peu particulier, puisque c'est le président de la République qui dispose à la fois des pouvoirs exécutifs classiques, mais aussi du pouvoir législatif. Donc voilà. Et il a été mis en vigueur, heureusement, une seule fois, depuis 1958, à l'occasion du fameux putsch des généraux. Et c'est à cette occasion, d'ailleurs, que le général de Gaulle avait institué, on s'en souvient peut-être, des tribunaux d'exception, des tribunaux militaires d'exception, la Cour de sûreté de l'État, etc. Ce qui avait valu d'ailleurs un obscur parlementaire qui s'appelait François Mitterrand, je crois, d'avoir écrit un livre qui s'intitulait « Le coup d'État permanent ». Voilà. Oui, dans lequel il vilipendait les institutions de la Ve République. Et d'ailleurs, dès qu'il a été élu président de la République, il s'est empressé de changer la Constitution. Peut-être pas, enfin. Je crois qu'il a dit que l'habit de la Constitution, finalement, lui allait assez bien. Comme quoi. Bon. Enfin, parenthèse fermée, mais toujours est-il que là, on peut dire qu'effectivement, on a en France, quand même, à notre disposition, un arsenal relativement important. On a l'état de siège, l'état d'urgence et les pleins pouvoirs. Et on choisit là-dedans. Alors, l'état de siège par rapport à l'état d'urgence, qu'est-ce que c'est? C'est les pouvoirs militaires. C'est finalement l'état militaire. On parle à propos de l'état d'urgence de l'état de police. Là, c'est l'état militaire, c'est-à-dire que ce sont les pouvoirs civils sont transférés, à l'autorité militaire. Bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Toujours est-il qu'on ne l'utilise pas. C'est dans la Constitution, mais l'état de siège n'est jamais utilisé. Et c'est ce qui explique précisément la loi de 1955. Vous aurez remarqué que la loi de 1955, elle date de 1955. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. 1955, c'est quoi? On est en pleine? Et non. Si, non, mais tout à fait raison. C'était en Algérie, mais on ne parlait pas de guerre, on parlait des événements d'Algérie. C'est pas pour rien. C'était pas une guerre. On n'a jamais voulu que ce soit une guerre avant que ce soit fini. Hein, on l'a déclaré après. Oui, mais c'est pas un hasard. Du coup, on a formaté un système juridique qui soit lié à l'idée qu'ils mettent en avant non pas des pouvoirs de guerre, des pouvoirs militaires, mais des pouvoirs de maintien de l'ordre. Cela explique, et c'est tout l'intérêt de cette loi de 1955, c'est une loi sur le maintien de l'ordre. Absolument, absolument, absolument. C'est pour ça que le terme est très important, même si ça fait rigoler, quand même c'était un maintien de l'ordre qui a quand même entraîné plus d'1 million de morts, hein, si ma mémoire est bonne, on regarde dans les événements d'Algérie, voilà. Mais le terme conceptuel a été essentiel par rapport à ça, ce qui explique que l'état d'urgence soit un système de police, où finalement les autorités qui interviennent, qui ont des pouvoirs, ne sont pas des autorités militaires, mais des autorités civiles. Quelles sont les autorités qui interviennent au premier chef lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre les mesures liées à l'état d'urgence? Vous avez le Premier ministre, mais surtout, d'une part, le ministre de l'Intérieur et d'autre part, les préfets, c'est-à-dire les subordonnés hiérarchiques du ministre de l'Intérieur. Donc c'est bien deux autorités de police, précisément de police au sens de police administrative, c'est-à-dire chargée du maintien de l'ordre. Et c'est pourquoi c'est très intéressant, cette loi de 1955, parce qu'on n'attend pas qu'il y ait un événement dramatique de type guerre, mais simplement des événements qui bouleversent suffisamment la situation normale du territoire pour que l'état d'urgence puisse être mis en œuvre. Bien. Voilà.
D'ailleurs, sachez aussi que cette loi sur l'état d'urgence, elle peut être mise en œuvre lorsque, par exemple, il y a des calamités naturelles. Notamment quand il y a, je sais pas, développement de plans hors sec, etc. et tout, ça touche aussi à ça. Donc c'est tout ce qui peut être une atteinte grave à l'ordre public qui justifie la mesure d'urgence qui serait prise par la loi. Autant d'ailleurs la lire, parce qu'elle définit les conditions dans lesquelles, justement, ces mesures peuvent être mises en œuvre. Voilà. L'état d'urgence, c'est l'article 1er, bien sûr, peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, de l'Algérie ou des départements d'outre-mer, la référence est très intéressante, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par la nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Donc on a bien les deux aspects, c'est soit calamité publique, je veux dire par exemple bouleversement naturel, je sais pas moi, ce qui s'est passé au Japon, etc., soit tout simplement des atteintes graves à l'ordre public. Vous savez que avant aujourd'hui, la loi de 1955, en dehors des événements d'Algérie, elle a été mise en œuvre dans deux occasions. D'une part, à propos des événements de Nouvelle-Calédonie, c'était en 85, non? Voilà. 89, je ne sais plus, 88 peut-être, enfin peu importe, dans les années 80, et d'autre part, bien sûr, à propos de ce qu'on a appelé la crise des banlieues, donc en 1995, ça, voilà. Et 95 ? Je dirais 95. Ouais, c'est ça. Et puis, donc, là, maintenant. Voilà. Alors, la particularité aujourd'hui, c'est que par rapport aux deux fois précédentes, et même à ce qui avait motivé lors des événements ou de la guerre d'Algérie, la mise en œuvre de cette loi de 1955, c'est que dans tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, les mises en œuvre les mesures prévues par la loi étaient sur une partie du territoire. Alors que là, pour la première fois, c'est la totalité du territoire qui est visée. Ce qui est quand même tout à fait nouveau. Donc, du coup, évidemment, ça étend d'autant les pouvoirs à la fois des autorités centrales, ministérielles, et des autorités préfectorales, puisque tous les préfets sont aujourd'hui concernés. Bon. Alors, sur cet état d'urgence, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'effectivement, l'état d'urgence résulte d'une loi. Et c'est ce qui a motivé la décision de notre président de la République de vouloir constitutionnaliser la loi. Bon, justement, l'état de siège est constitutionnalisé, pas l'état d'urgence. Et donc, dans l'idée de ce qui est dit de François Hollande, la volonté de constitutionnaliser l'état d'urgence, c'est d'éviter qu'une loi ne puisse être défaite par une autre majorité, etc. Donc quand c'est au niveau constitutionnel, c'est plus difficile, évidemment, de modifier un texte, une disposition de nature constitutionnelle qu'une simple loi. Donc c'est un peu pour couler l'état d'urgence dans le marbre de la Constitution. Alors c'est là qu'intervient déjà la première polémique, en quelque sorte, puisque, je reprends un peu ce que disait Olivier Beau, je peux d'ailleurs vous le citer, il dit... alors, il y a aussi la question de la déchéance, dont je parlerai après, mais il dit... voilà, à peu près. Hein. En Tunisie, la Constitution de 2014 a inscrit le principe d'égalité des sexes au rang de norme constitutionnelle pour le mettre à l'abri des caprices du pouvoir législatif. Une telle constitutionnalisation est acceptable dans son principe, justement parce qu'elle correspond au sens normal d'une constitution qui est de garantir les droits de l'homme
et de déterminer la séparation des pouvoirs. En revanche, quel formidable recul serait pour le droit constitutionnel la constitutionnalisation de la déchéance de nationalité, puisque là, il focalise sur cette question dont je parlerai tout à l'heure. Voilà, mais c'est plus large. La constitutionnalisation, c'est pas la déchéance de nationalité, c'est la constitutionnalisation du système de l'état d'urgence, à l'intérieur duquel se trouvera notamment la question de la déchéance de nationalité. Pour lui, donc, il y a cette idée-là. La Constitution, c'est un texte qui, d'abord, a pour vocation de garantir les droits et libertés. C'est pourquoi il prend comme exemple, justement, la Constitution tunisienne. C'est pas hasard s'il le prend comme exemple, qui va garantir des droits qui sont pas forcément, qui peuvent être effectivement mis en question par un certain nombre de pouvoirs laïques ou religieux, etc. Bon, donc c'est ça son idée. Et là, c'est un processus inverse au processus constitutionnel normal, qui est non pas de garantir des droits, mais au contraire de garantir des pouvoirs contre ces mêmes droits. Et c'est ça l'idée de l'état d'urgence. Alors, je répondrai quand même que, bon, alors ça correspond à une certaine conception qu'il a de la Constitution. Par ailleurs, c'est pas si simple que ça, parce que, d'une part, il y a l'État, il ne dit rien, dans la Constitution existe également, je vous le disais, l'état de siège, c'est bien pire, puisque c'est le transfert de pouvoir à l'autorité militaire. Et deuxièmement, c'est effectivement l'article 16. Cet article 16 avait fait à l'époque couler beaucoup d'encre, bien sûr. Enfin, voilà. Pour autant, on ne peut pas dire qu'on est dans un régime qui est contraire au droit, etc. N'exagérons pas. Donc, au contraire, la question n'est pas, à mon avis, vraiment là. Elle est de savoir dans quelle mesure les pouvoirs qui sont donnés, les pouvoirs qui sont accordés à des autorités de police ou des autorités militaires sont compatibles avec un état de droit. Et la compatibilité, c'est autre chose. C'est comment faire cohabiter. Encore une fois, il n'y a pas de liberté absolue, ou plus exactement, il n'y a pas de liberté sans la garantie de l'exercice de cette liberté qu'est la police. Je dis souvent à mes étudiants, la police, c'est le bonheur. La police, c'est le bonheur. Pourquoi ? Parce que c'est la seule garantie qu'on peut vivre ensemble. Sinon, c'est la loi du plus fort. Eh oui, mais il faut le voir comme ça. Bien, cela étant, si la police, elle n'est limitée par rien, là, ça devient un peu grave. Effectivement, on change de système. Ben oui, donc c'est tout un système d'équilibre, bien sûr. Et depuis longtemps, la jurisprudence connaît ce couple. Et depuis très longtemps, la jurisprudence, notamment administrative pour le coup, a énoncé les règles fondamentales qui gouvernent la relation entre justement la police et la liberté. La relation qui établit, c'est facile à dire, la mise en œuvre pratique est beaucoup plus délicate, mais le principe, c'est que la mesure de police doit être à la fois proportionnée à la réalité de la menace contre les libertés. C'est le terme de proportionnalité, bien sûr. Et d'autre part, elle doit être aussi conciliée avec l'existence de différentes libertés. Ne l'oubliez jamais, une liberté peut être menacée par une autre, de la même manière qu'un train à l'époque pouvait en cacher un autre. Une liberté peut être menacée par une autre. On le voit tout le temps. Regardez par exemple la liberté d'expression. À chaque fois, on met en cause, on demande par exemple la censure d'un film au nom de la liberté de conscience, parce qu'on considérera, c'est un exemple récent, que la liberté de conscience serait bafouée par l'expression d'un film. Donc il faut arriver à concilier. Et qui établit la ligne de conciliation ? Sinon l'autorité de police, qui justement établit de manière équilibrée, ou qui doit le faire de manière équilibrée, pondérée, etc. Voilà. Alors, c'est intéressant d'examiner justement la mise en œuvre de ces dispositifs, parce que les juges qui interviennent quand il y a du contentieux prennent en compte toujours la réalité de ces deux catégories que sont
la conciliation est la mesure proportionnée ou adaptée à l'objectif. Voilà, de sauvegarde des libertés. Et vous le voyez, sans rentrer encore dans le détail, j'y viendrai vers... 18 heures. Non, je pensais demain ou après-demain. Mais si je suis trop long, vous me le dites, hein, vous n'ayez pas peur de me couper, hein, bien sûr. Non, mais même demain, c'est bien. La cour demain, c'est bien demain. Moi aussi, et là, voilà. Mais ce qui est intéressant, je disais, c'est que dans ce couple, le juge qui va faire toujours prévaloir cette idée d'adaptation ou de conciliation, eh bien, ça va effectivement conditionner le principe et finalement la validité de l'ensemble des dispositifs dans les rendant compatibles, à mon avis, avec un état de droit. Alors, on peut débattre sur les plans factuels, etc., sur le sens, mais la philosophie, elle est là. La philosophie, c'est quoi? C'est tout simplement que notre système de droit veut que ces états d'exception, qu'ils soient fondés sur l'état d'urgence ou sur les pleins pouvoirs, c'est l'idée que une situation exceptionnelle implique des mesures effectivement exceptionnelles de rétablissement de l'ordre en vue de retrouver notre état initial. L'idée, c'est de retrouver la liberté en quelque sorte perdue, ou en tout cas contestée du fait de cette situation. Voilà, très globalement. Et la finalité de ces mesures, c'est celle-là. Le but des mesures de police, c'est qu'elles aboutissent à ce rétablissement de la liberté, en tout cas de cet ordre républicain qui est fondé sur le couple liberté et ordre public, en quelque sorte, sans lequel, encore une fois, j'y insiste, il n'y aurait pas la possibilité d'exercer effectivement une liberté. Voilà. Donc, qu'est-ce que fait le juge? Il va vérifier que les mesures, elles ont cette finalité de rétablissement de la liberté. Alors, quand on est là, derrière un bureau tranquille, c'est sûr que c'est merveilleux même. On est dans un beau monde, après tout. Qu'est-ce qu'ils ont à critiquer, tous ces gens-là, hein? Au fond, on est heureux. Voilà. Mais très concrètement, comment on fait? Concrètement, quand il y a effectivement, comme il s'est passé, des attentats, des choses très graves, des gens qui menacent réellement les libertés, là, et quelles mesures on va prendre, etc., jusqu'où on va aller, dans combien de temps, dans quel délai, c'est ça, tout ce qui est effectivement en question et en jeu aujourd'hui. D'accord? Voilà. Alors, plusieurs choses. D'abord, la constitutionnalisation de l'état d'urgence. C'est quoi? C'est quoi? C'est effectivement faire que cette loi de 1955, elle devienne constitutionnelle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a que, et c'est ça le débat, c'est qu'on va aussi en rajouter par rapport à ces dispositions de la loi de 1955. Alors, il y a les mesures classiques qui, à mon avis, ne changent rien. Le fait que ce soit constitutionnalisé ou pas ne change strictement rien. Elles seront, c'était toujours là. Cette loi de 55, elle existe. Elle n'était pas menacée en soi, en elle-même. Je pense que ce qu'on peut attendre, c'est le pire. C'est plutôt qu'on rende encore plus, qu'on prenne des mesures encore plus draconiennes que celles qu'elle prévoit. Voilà. Donc, en soi, le débat n'est pas celui de la constitutionnalisation de la loi de 1955. Voilà. Les mesures qu'elle prévoit, vous les connaissez, je suppose. Les grandes mesures qu'elle prévoit, c'est l'assignation à résidence. Ça, c'est sûr. Et puis, également, c'est ce qu'on a appelé le couvre-feu, c'est-à-dire les mesures de fermeture, d'interdiction de circulation dans des quartiers, etc. Et tout. Voilà. Dans notre période, là, ce qui a surtout frappé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'assignations à résidence qui ont été prononcées. Il y a eu aussi quelques mesures de fermeture d'établissements, notamment des restaurants, des bars, etc. Comment ?
Oui, oui. Voilà, au motif que ces bars ou ces restaurants étaient fréquentés par des salafistes ou des gens supposés être des salafistes, etc. et tout. On a fermé également sur ce fondement-là des mosquées considérées comme salafistes, etc. Donc, fermeture d'un certain nombre d'établissements. Il y a eu très peu de mesures de couvre-feu. Il y en a eu dans quelques quartiers, voilà, mais très très peu. Et c'est surtout les fermetures et surtout les assignations à résidence. Dans le bilan que Le Monde a tiré, je l'avais noté quelque part. Voilà. Il y a eu quand même... Ah oui, puis bien sûr, c'est la possibilité, j'oubliais aussi une autre mesure très importante de police, c'est les perquisitions de jour comme de nuit. Voilà. Sans l'autorité judiciaire. Vous savez que les perquisitions, elles sont possibles. D'abord, elles sont limitées elles ne sont impossibles qu'à partir de 6 heures du matin, voilà, jusqu'à 21 heures, et seulement sur la base d'une instruction judiciaire. C'est donc qu'il y a une procédure pénale qui est en cours. Là, il n'y a pas besoin de procédure pénale, on est dans une procédure purement de police administrative. Donc les perquisitions sont faites sans qu'il y ait une décision judiciaire, et surtout, elles sont de jour comme de nuit. Elles peuvent intervenir à tout moment. Voilà. Alors ça, effectivement. Et il y a eu 3397 perquisitions depuis novembre. C'est pas mal. Il y a eu quelques petits ratés. Voilà. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Quand même, sur les 3397, soyons un peu honnêtes là, il y a quand même, ça a été suivi des faits, puisqu'il y a quand même eu 5 procédures antiterroristes qui ont été ouvertes. 5 pour 3397. Le bilan est intéressant, hein, ça valait le coup. Et on a saisi 587 armes. Oui, mais qu'est-ce que c'est que des armes? J'ai vu que, par exemple, il y avait un sabre japonais. Ça a été considéré comme une arme qui a été saisie. Voilà. Souvent, bon, alors peut-être, hein, mais en général, c'est vrai que dans Tintin, il y a un sabre japonais qui coupe les têtes, mais bon, voilà. Enfin, il y a quand même, sur les 587 armes qui ont été saisies, il y a eu 42 armes de guerre, quand même. Voilà. Bon. Et surtout, il y a eu 274 assignations à résidence. Ce qui est quand même beaucoup, 274. Et là, il y a eu pas mal de ratés. Voilà. Parce que... Alors, toutes ces assignations à résidence, elles ont normalement été caduques le 26 février, puisqu'elles doivent être renouvelées comme la loi, parce qu'elles tombent avec la fin de la durée de l'état d'urgence. Et si l'état d'urgence est prolongé, elles doivent elles-mêmes être prolongées. Et il y en a déjà, bon, je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques, mais il y a plus de 150 qui n'ont pas été renouvelées. Donc finalement, les assignations à résidence, soit elles ont porté tout de suite leurs fruits, soit... Bon, d'ailleurs, du point de vue policier, ils disent que l'assignation à résidence, ça n'a d'intérêt qu'au tout début, après, ça n'a plus aucun intérêt, franchement. Bon, ça c'est le problème de l'efficacité des mesures de police. Donc on a un bel arsenal quand même, quand on voit. Alors, effectivement, les perquisitions de jour comme de nuit sans l'autorité judiciaire, sans qu'intervienne l'autorité judiciaire. Les gens ont raison de parler de l'état de police, c'est vraiment l'état de police. Je ne sais pas si vous connaissez la fameuse formule de Churchill, il disait à propos de la démocratie, vous savez, en Angleterre, il y a une institution, enfin, je ne sais plus si elle existe aujourd'hui, mais à l'époque, le laitier mettait toujours le lait au pied voilà, bon, le matin. Voilà. Et pour Churchill, il disait que la démocratie, c'est le pays dans lequel on sonne à 6 heures du matin et qu'on est sûr que c'est le laitier. Voilà. Là, là, on est effectivement, on est à peu près sûr. En plus, ils sonnent même pas. Il paraît qu'ils enfoncent carrément la porte. Ils laissent même pas le temps. Bon, alors, effectivement, il y a des brutalités policières. Mais en même temps, il faut comprendre. Il y a une chose qui m'énerve un petit peu. Alors, soit on joue les anges et on dit effectivement, on n'est pas dans un état de guerre. Il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu où la situation est très exagéré, ce qui s'est passé au Bataclan, c'est quand même pas très grave, ou voilà, ou tout ça, c'est pas grave. Ou alors c'est grave.
Et c'est une situation qui justifie finalement qu'on prenne des mesures qui, en temps ordinaire, ne suffiraient pas. Débat. Mais si on admet, et ça résulte de la loi, si on admet, personne ne met en cause l'existence de la loi de 55. On met en cause sa constitutionnalisation éventuellement. Mais en soi, la loi de 55 permet ça. Et la loi de 55, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne effectivement des pouvoirs d'intervention aux autorités administratives sans qu'il y ait des procédures juridictionnelles. Parce que s'il y a une perquisition chez quelqu'un, ça suppose qu'une procédure soit engagée vis-à-vis d'une infraction pour laquelle un certain nombre d'indices ont déjà été réunis. Là, c'est l'inverse, c'est pas des indices. C'est pas des indices. C'est des éléments susceptibles d'eux. C'est ça le problème, effectivement. C'est le problème de la sûreté, de la prévention. Le judiciaire n'intervient qu'a posteriori. Alors, de deux choses l'une, où on dit effectivement, je pousse des cris d'orfraie, comment mon sac est fouillé à l'entrée par quelqu'un alors que je ne suis pas... mais si, c'est exactement ça. Je ne suis pas l'objet d'une infraction, enfin de poursuite pour une infraction quelconque. De quel droit on va rentrer dans ma vie privée? Parce que c'est ça mon sac quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai. Si l'on pose, ben voilà, on l'admet, et tout le monde l'admet, parce qu'on est dans une situation qui autrement ne serait pas admissible. Mais on l'admet, cette entorse, parce que la situation peut le justifier. Enfin, en tout cas, socialement, et on est considéré comme ça. Voilà. On peut débattre, mais c'est ça l'idée. En tout cas, les lois, elles sont là pour cela, pour cette raison-là. Et finalement, qu'est-ce que va faire le juge? Le juge, il va vérifier deux choses. Il va vérifier, que l'existence, la mise en œuvre de la loi est justifiée, c'est-à-dire les circonstances justifient que la loi de 1955 puisse être mise en jeu. Et là, je dis, moi qui vous parle, que la constitutionnalisation ou pas de la loi ne change strictement rien. Dans tous les cas, un juge sera amené à vérifier que les conditions ou les circonstances qui fondent l'intervention ou l'application de cette loi sont présentes. Bien. Et c'est ce qu'a fait le Conseil constitutionnel, qui, heureusement, a été saisi quelque part par la Ligue des droits de l'homme. Le Conseil constitutionnel a considéré qu'en effet, la situation justifiait que la loi et les mesures prises par la loi de 1955 étaient prises. Enfin, je ne sais plus ce que j'ai dit en mon début de phrase. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, étaient justifiées. Voilà, étaient justifiées. Bien. Deuxième chose, une fois que cette loi est justifiée, deuxième aspect, les mesures qui sont prises en application de cette loi sont-elles liées à cet objectif, comme je vous le disais tout à l'heure, de rétablissement, en quelque sorte, la légalité républicaine. Ça fait 2 fois que j'emploie le terme républicain, mais vous voyez que c'est pas un terme qui est juste. Il peut être, c'est plus de la démocratie, puisque on peut être républicain, ou en Angleterre on ne sera pas républicain, mais c'est le même type d'État, donc c'est la même idée, en tout cas, d'un certain nombre de valeurs de démocratie. Voilà. Donc c'est ça, et justement que ces mesures sont proportionnées et adaptées à la nature ou à la réalité de la situation. Voilà les choses. Bien. Alors, je suis pas trop long, non? Non. On n'est pas marre de... Non, bon. Je reviendrai sur plus de détails tout à l'heure, si vous voulez. Troisième chose aussi que je voulais dire, parlons un peu, alors là, de la mesure phare de la constitutionnalisation, en tout cas du débat, qui a été adoptée en première lecture, enfin en tout cas par l'Assemblée nationale, avant le Sénat, avant que ce ne soit trouvé en Congrès, c'est la fameuse disposition sur la déchéance de nationalité. Alors là, je ris. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la déchéance de nationalité? Là aussi, bah oui, en plus, mon ami Olivier Beau, je dis bien mon ami, je l'admire beaucoup, tout ce qu'il dit est souvent très très intelligent, etc. Mais là, je sais pas. Toujours est-il que, même si je suis prof de droit public, je sais quand même que le droit de la nationalité en France est actuellement régi
par un certain nombre de lois qui trouvent leur application dans un code bien connu qui est, chez nous, qui est le Code civil. Voilà. Et donc, il faut aller voir le Code civil, ça c'est intéressant. Le Code civil, je vais aller le revoir. Aujourd'hui, avant qu'on parle de la Constitution, sur la nationalité, et l'article 25 notamment, et l'article 25.1 du Code civil, qui parle curieusement des déchéances de nationalité. Parce que c'est pas un scoop, je vais vous l'apprendre, mais franchement, depuis un petit peu de temps, depuis 1848, dans notre système, en France, on a prévu la déchéance de nationalité. Vous savez pourquoi, en 1848, la déchéance, pour qui la déchéance de nationalité était-elle prononcée? Il y avait l'affaire Dreyfus. Non, 1848. il y a eu 1800. 1848, ça vous rappelle, c'est la Deuxième République. C'est la Deuxième République, oui. C'était à propos de l'abolition de l'esclavage. Ceux qui refusaient d'abolir l'esclavage se voyaient justement déchoir de leur nationalité. Donc c'est intéressant l'origine des choses quand même. C'est donc une mesure qui visait à favoriser en quelque sorte l'accès à la citoyenneté quand on réfléchit, puisque qu'est-ce que c'est que l'esclavage sinon le refus de toute espèce de considération de citoyenneté. Bien, donc c'est ça au départ. Voilà, on était déchu de sa nationalité, quelqu'un qui l'a refusé aux autres en quelque sorte. C'est assez joli quand on voit les choses. Enfin, depuis les choses ont un peu évolué. Vous savez que je vais reprendre un peu d'eau, excusez-moi, j'ai un peu soif. C'est pour ça. Il fait chaud dans votre rectorat, c'est bien. Et la déchéance de nationalité, après, elle a été utilisée, on ne sait pas, souvent on pense toujours à Vichy, mais elle a été déjà utilisée au moment de la Première Guerre mondiale, pendant la guerre 14-18, à l'égard d'étrangers fraîchement naturalisés qui pouvaient être soupçonnés d'intelligence avec l'ennemi. Alors vous parliez de l'affaire Dreyfus, c'est effectivement, mais on l'a pas déchu de sa nationalité, lui. On l'a déchu de son statut de militaire, voilà, mais pas de sa nationalité. Et évidemment, bien sûr, après, c'était des dispositions spéciales de Vichy, du régime de Vichy, à propos des personnes israélites, comme on les appelait, et à qui on interdisait notamment d'exercer des activités libérales ou d'être dans la fonction publique. Voilà. Et c'est au regard de ce qui s'est passé vis-à-vis effectivement des lois antisémites de Vichy que parler de la déchéance de nationalité, rétablir en quelque sorte les déchéances de nationalité, ça heurte, parce que ça rappelle tout de suite ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale à l'égard des Juifs. On dit quoi? On va faire la même chose encore aujourd'hui. Surtout qu'en plus, le gouvernement, qui est quand même un très grand communicant, a dit dans sa grande connerie, pardonnez-moi l'expression, mais quand même, que c'était réservé à ceux qui avaient la double nationalité. En plus, 2 catégories de Français. Alors, comment admettre qu'un Français qui a la double nationalité, et pourquoi? En plus, voilà, parce que la France est partie à des conventions internationales, en fait, une convention internationale de 1961, c'est la convention, je ne sais plus d'où, de New York, je crois, sur les restrictions à l'apatridie. Voilà. Et donc, cette convention internationale que la France a ratifiée, au terme de laquelle, justement, il est dit que, eh bien, on ne peut pas déchoir de la nationalité quelqu'un qui se retrouverait ainsi apatride. D'accord? Vous avez bien compris. En conséquence de quoi? Eh bien, l'article 25 du Code civil, antérieur à notre débat d'aujourd'hui, il dit ceci, plus exactement. Oui, il dit ceci, et l'article 25.1 le précisera. L'individu qui a acquis la qualité de Français, je dis bien, qui a acquis la qualité de Français, peut par décret, pris après avis conforme du Conseil d'État,
être déchu de sa nationalité française. Autrement dit, alors on verra les conditions après, autrement dit, le débat sur la déchéance de nationalité ne vaut et n'a jamais valu que pour les gens qui ont acquis la nationalité française, qui sont des naturalisés. Donc déjà, de toute façon, le débat, c'est sur... il y a deux catégories d'acquisition de la nationalité française, soit par la naissance, le sol, etc. Enfin, on a, nous, un mélange du droit du sang et du droit du sol, et puis, d'autre part, l'acquisition par naturalisation. Donc, de toute façon, la déchéance, elle ne concerne que les naturalisés. Donc, le débat, soi-disant, oh là là, tout le monde pousse des cris d'orfraie sur l'idée qu'on ferait deux catégories de Français. Mais il est déjà dans notre droit, évidemment. Et pourquoi il l'est? Précisément parce que la France est partie à cette convention sur la patridie. Or, qui dit la patridie, ça ne vaut évidemment que pour les naturalisés. Enfin, ça, je veux dire, on ne peut déchoir de la nationalité que quelqu'un qui aura une autre nationalité, sinon on tombe dans la patridie. Voilà la logique des choses. Donc le débat n'a pas d'objet. Enfin, il en a un, mais c'est pas dans les termes sur lesquels on le pose, me semble-t-il, franchement. Alors, en plus, voyons un peu ce que dit le droit actuel pour voir l'intérêt de la question. À la voir quand même. Attendez, le gouvernement, il met quasiment son existence en jeu derrière cette question-là, par ailleurs, qu'il dit purement théorique ou voilà, symbolique. Bon. Alors, qui est-ce qui peut, à quelles conditions peut-on être déchu de sa nationalité quand on est donc naturalisé, hein? Il y a 5 conditions, en réalité 4, parce qu'il y en a une, elle est en tout cas suspendue, disons. Premièrement, s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Voilà. Alors, pardonnez-moi, mais c'est exactement le texte qui est actuellement devant maintenant les sénateurs, qui ont donc réadopté les membres de l'Assemblée nationale, les députés. Le débat, vous vous souvenez peut-être, c'était crime et délit. On avait dit, déchéance de nationalité au départ, c'était que les crimes. Crime au départ, oui. Ensuite, le gouvernement a dit crime et délit. Alors là, c'est délictuel. Effectivement, c'est grave. Mais, pardonnez-moi, où est la grande différence avec le texte que je vous lis? Ah, quelqu'un qui a été condamné pour un acte qualifié de crime ou délit, hein, constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Alors certains ont dit, c'est quoi les intérêts fondamentaux de la nation? C'est la porte ouverte à toutes les interprétations. Et de fait, c'est vrai. Mais le droit, malheureusement, est fait de ceci, hein, de toutes ces notions. On sait à peu près, sur le plan judiciaire, ce que sont les atteintes fondamentales aux intérêts de la nation. Bon, voilà, c'est les appels à la sécession, etc. et tout. Et encore une fois, j'en parlerai peut-être après, soit le juge ferme les yeux, soit il faut lui faire confiance. Et il regardera si quand même il y a une atteinte, s'il va contrôler ce qu'est l'atteinte à un intérêt fondamental de la nation. N'oubliez pas qu'il y a deux choses là-dedans. Il faut que ce soit un crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Il faut savoir donc ce que c'est qu'un intérêt fondamental de la nation, ce qu'est un intérêt qui ne l'est pas, et deuxièmement, ce qu'est une atteinte à cet intérêt. Il y a 2 degrés, donc, sur lesquels le juge va pouvoir exercer un contrôle. Ce qui posera la question de savoir quel est le degré de contrôle que le juge pourra exercer effectivement sur les mesures qui seront prises dans ce cadre-là. Bon, alors déjà. Alors ça, c'est le premier point. Mais vous voyez que le débat sur le fait qu'on rajoute délit à crime, bon, on peut peut-être débattre, mais il est déjà inscrit dans notre droit. Après tout, un simple délit d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation
peut être peut-être constitutif d'une déchéance. Bon. Deuxièmement, c'est s'il est condamné, si la personne donc est condamnée pour un acte qualifié de crime ou délit, toujours, prévu et réprimé par le chapitre 2 du titre 3 du livre 4 du Code pénal. Alors là, alors attendez, c'est voilà, les atteintes à la sûreté de l'État. Bon, voilà, ces choses-là. Bon, du crime assez grave là-dessus. Troisièmement, s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du Code de service national. Bon, en ce moment, donc c'est ce que je disais, c'est fini, c'est suspendu, donc ça ne marche plus. Quatrièmement, s'il s'est livré au profit d'un État étranger, intéressant par rapport à ce dont on parle, hein, au profit d'un État étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. Vous voyez bien qu'ici, il n'y a même pas besoin de faire un débat sur la Constitution, sauf à débattre sur le fait que si Daesh est un État étranger ou pas, ben, il se présente en tout cas comme un État islamique, etc. Et ceux qui en sont les revendicateurs considèrent que ça l'est. Donc il y a quand même plein d'éléments qui justifient effectivement des déchéances de nationalité uniquement sur ce quatrièmement. Et enfin, cinquièmement, s'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Voilà, s'il a été condamné pour 5 ans d'emprisonnement. Bon, pour un crime qualifié comme tel par la France, soit en France, soit à l'étranger. Ça fait donc pas mal d'éléments, quand on réfléchit un peu, et ça c'est très ancien, sur la déchéance de nationalité. C'est pas un scoop, encore une fois, je vous le dis. Je pense que c'était pas inintéressant de le rappeler. Et si vous avez des élèves qui vous en parlent, je crois que c'est intéressant d'en reparler de ça. Voilà. Alors évidemment, c'est beaucoup plus large, puisque c'est dans le Code civil, c'est par rapport à ça. Mais ça signifie quoi? Ça signifie que quand on est français, eh bien, il y a à se conformer, quand on acquiert la nationalité française par naturalisation, il y a à se conformer par ses actes, par son comportement, à un certain code, enfin pas code moral en quelque sorte, de respect du fonctionnement de nos institutions. Bien sûr, c'est ça que ça veut dire. Avec cette sanction qui est celle de la déchéance. Ouais. Alors, l'article 25, hein, c'est l'article 25. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous pourrez voir par Légifrance, je vous l'ai dit, créé par la loi, alors là, c'est encore mieux, par la loi du 8 mars, c'est presque un anniversaire, 1803. Ah, d'accord. Voilà. Alors évidemment, ça a été dépoussiéré, hein, ça a été modifié à plusieurs reprises, notamment en 1993. Voilà. Mais ça date de 1803 aussi, bien sûr. Bien. Mais je vous l'ai dit, c'est surtout en 1848 que cette déchéance a été prononcée à propos de l'abolition. Et vous avez l'article 25.1, je précise, qui dit ceci: la déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de 10 ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française. Voilà. 10 ans, ouais. Voilà, c'est pendant les 10 ans. Après, on ne peut plus, parce qu'on considère... Sauf, ça a été... D'ailleurs, je ne comprends pas que ce n'est pas mis ici. Voilà, on considère qu'au bout de 10 ans, ben voilà, c'est le droit de... Voilà, on est français complètement. Et quand c'est un crime de terrorisme, c'est 15 ans. C'est étendu à 15 ans. Voilà. Il n'y a pas longtemps, absolument. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça a été contesté, d'ailleurs, devant, si ma mémoire est bonne, il y a même une QPC à propos d'une déchéance de nationalité devant le Conseil constitutionnel. Vous avez tout à fait raison de le souligner, je pensais le dire plus tard, mais finalement c'est très bien de le dire maintenant. À cette occasion, vous avez raison, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était quelqu'un qui était effectivement, qui s'est vu déchoir de sa nationalité pour le quatrièmement, justement, parce que en raison
de ses liens avec le salafisme. Il avait en plus organisé tout un réseau pour partir en Syrie, etc. Et donc il a contesté la valeur constitutionnelle de cette déchéance, de ce principe de déchéance, en disant que c'était une atteinte à sa liberté, etc., contrairement à la Constitution qui garantit les droits et tout, et notamment sur un point, c'est que, parce que lui, il avait été naturalisé, et donc, l'un des points, mais je ne sais pas si je l'ai ici, le Conseil constitutionnel, de mémoire en tout cas, l'un des arguments de défense, c'était de dire que, justement, il y avait atteinte au principe d'égalité, puisque les naturalisés se voyaient déchoir de leur nationalité, alors que les Français de souche, en quelque sorte, n'avaient pas cette mesure. Voilà. Et le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition n'était pas inconstitutionnelle, dans la mesure où, en effet, malgré tout, il y avait une différence de traitement à faire entre les Français d'origine et les Français qui acquéraient la nationalité par naturalisation. Attendez, j'en regrette beaucoup, parce que c'est mieux dit que moi. Dit comme ça, c'est outrancier. C'est plus intéressant quand on lit la décision, mais je ne sais pas si je l'ai prise là. Il y a beaucoup de décisions. Non, je n'ai pas... Tu as le nom de la personne, Philippe? Non, tu ne te souviens pas du nom de la personne? Je retrouverai ça. Hein. Et donc, ça légitime la position de Hollande qui veut constitutionnaliser ce que vous dites là, quelque part. Ben non. Enfin, ça nie la légitime du ça. Non, justement. Que le Conseil constitutionnel dise que ce n'est pas inconstitutionnel de prendre une mesure comme ça. Ah oui, oui, en soi. Oui, mais la première. Non, ça rend inutile. Ça rend inutile la constitutionnalisation. Parce que l'une des raisons qui ont été avancées, c'est que si la loi est considérée comme inconstitutionnelle, en constitutionnalisant, en quelque sorte, ça évite justement de contrôler l'inconstitutionnalité d'une loi. Voilà. Donc là, ça fait tomber en soi cet argument. Donc il n'y a pas besoin de la constitutionnaliser. Le seul intérêt de la constitutionnalisation, c'est de l'inscrire dans le marbre. Mais bon, voilà. Oui, enfin bon, voilà, pourquoi pas, enfin, aucun intérêt. Et on occupe le temps de nos parlementaires à discuter de choses qui fonctionnaient très bien sans nous. Ben, ça correspond à un contexte, ça correspond à un contexte politique aussi. Puis il y a une opinion publique qui était demandeuse. Non, c'est pas ça. Je pense pas, Pascal. Je crois que c'est plutôt une opinion qui réclame de l'autorité de la police. Alors si en plus on gouverne en fonction de l'opinion, c'est grave. Ah mais c'est ça quand même. Mais surtout, effectivement, c'est cette idée, voilà, c'est un peu énervant, mais c'est pas la première fois que ça vient. Hein. C'est que on entend répondre à quelque chose en disant quelque chose de nouveau, alors qu'il existe déjà tous les instruments. D'ailleurs, beaucoup d'avocats ont dit, mais attendez, ça sert à rien cette loi. Je ne parle pas de la loi sur le renseignement, là encore, où il y aurait beaucoup à dire, où il y a déjà tout l'arsenal. Mais il faudrait... Alors en France, on a, de toute façon, je trouve que c'est vraiment le système français que je pense que c'est lié à notre goût immodéré pour la pâtisserie, parce que vraiment c'est la stratégie du millefeuille. Quand quelque chose ne marche pas, on ne dit pas, voyons, faisons en sorte de trouver des moyens d'améliorer l'existant, on va du coup faire une réforme en rajoutant une couche sans supprimer l'autre. Sans supprimer l'autre, surtout pas. Donc ça fait une deuxième couche qui marchera moins encore, etc. Et tout. Voilà. Là, je ne crois pas que la constitutionnalisation ne fera un chose. En revanche, le vrai débat, c'est pas celui-là, me semble-t-il. Enfin, je dis ça, je suis un peu outrancier, comme si j'avais une vérité, mais quand même. Le vrai débat, c'est sur la déchéance de nationalité, c'est effectivement à partir de quels éléments concrets, matériels, on se sert pour engager une action de déchéance de nationalité. Et surtout, ce qui est plus grave, mais ça l'est déjà dans l'article 25, c'est que la déchéance, elle est prononcée par décret. Ça serait encore une peine complémentaire prononcée par le juge judiciaire, notamment pénal. Ça arrive, hein, par exemple,
ça arrive très souvent, on fait perdre les droits civiques par une peine complémentaire. Une infraction pénale, une condamnation pénale. Ça arrive souvent. Voilà. On est déchu de ses droits civils et politiques, notamment, par exemple, en cas de pédophilie, etc. Voilà. Bon. Et c'est le juge judiciaire qui prononce cette peine. Alors, bon, c'est pas parce que c'est le juge judiciaire que c'est merveilleux, et que vive le juge pénal, encore une fois, c'est pas... Mais au moins, il y a un procès. Il y a des avocats, il y a un débat, et un débat qui est ouvert. Voilà. Au moins le débat permet-il de... Alors que là, il y a un débat, mais le débat, il est a posteriori, c'est-à-dire il y a une mesure de police qui est prise, et il faut la contester, et c'est seulement en la contestant devant le juge administratif que le débat aura lieu. Mais enfin, une fois que le débat aura lieu, ça fera belle lurette que la mesure, elle aura été exécutée, malheureusement. Voilà, alors quand c'est les déchéances, ça va encore. Quand c'est les assignations à résidence, ça fait déjà mal. Quand c'est faux, etc. Voilà, c'est ça le vrai problème. C'est toujours pareil, c'est les garanties qui peuvent intervenir. Et beaucoup de juges judiciaires disent que le vrai problème aujourd'hui, c'est quand même, ils sont mis à l'écart, ils sont mis sur la touche. Et quand même, les autorités de police interviennent sans beaucoup de freins, etc. Ce qui peut paraître contradictoire avec ce que je disais au début. Mais on est dans une situation entre les deux. Voilà. Ça veut dire, ce que vous dites, c'est un peu sous-entendu que le juge administratif serait statutairement et moins digne de confiance que le juge judiciaire. Non, pas du tout. Non. Mais il intervient a posteriori. Ça, j'ai bien compris, mais dès lors qu'il intervient, la garantie existe. Ah oui, absolument. Par son statut, il n'est pas aussi indépendant que le juge judiciaire, par ailleurs. Il est aussi indépendant, c'est ça que vous dites? Non, il n'est pas aussi indépendant. Ah bon? Oh, bon, il est beaucoup plus indépendant, je dirais même. Il n'a pas... Vous ouvrez une autre vanne. Mais le juge administratif, il faut savoir, il y a un truc qui est vraiment bien dans la juridiction administrative, c'est que l'avancement se fait uniquement à l'ancienneté. Il n'y a pas d'avancement au mérite. Le juge judiciaire, c'est pas du tout comme ça. En plus, vous voyez, donc je connais, en plus, entre les procureurs, le magistrat du siège, ça tourne, etc. Bien sûr, ça peut se discuter. L'indépendance des juges administratifs est beaucoup plus forte qu'on ne le croit, qu'on imagine. C'est vrai que pendant longtemps, les juges administratifs ont été, bon voilà, c'était même bizarre. Mais ça a changé largement, très largement. Donc non. Et la preuve, c'est que dans les décisions qui ont été rendues par les juges administratifs, il y a quand même pas mal d'annulations par les tribunaux administratifs, etc., qui montrent quand même une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir. Voilà. Oui. Une personne qui est déchue de sa nationalité, elle devient quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on en fait? Ah ouais, c'est une bonne question. Bah, bien sûr, c'est une sacrée question. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, une personne qui est déchue de la nationalité, elle a perdu sa nationalité. Elle n'est plus, voilà, elle n'a plus le droit à rester sur le territoire, etc. Effectivement. Donc, c'est pour ça que la question se pose de la patridie. Elle est effectivement, soit elle est apatride, mais bon, donc, ce ne sera pas le cas. Soit elle a la double nationalité, auquel cas, donc elle va être traitée comme étant de nationalité étrangère. Donc tous les droits qu'elle pouvait avoir en tant que citoyen français, elle les perd automatiquement. Donc elle n'a plus de droits civiques sur le territoire, plus de droit de vote, etc., plus de droit de... si elle est fonctionnaire, par exemple, forcément, il y a non seulement elle ne pourra plus, mais il y a même une obligation. Est-ce qu'elle peut rester sur le sol Alors elle pourrait, oui, elle pourrait rester sur le sol si elle ne. Encore que non, elle est expulsable puisque ce qui motive la déchéance de nationalité, c'est une atteinte grave. Or, la condition de l'expulsion, c'est une atteinte grave à l'ordre public. Donc voilà les conditions. Donc elle est expulsable. Et ce qui est assez rigolo, c'est que c'est cette personne qui va être déchue de sa nationalité. Mais quid de sa famille, ses enfants, son époux, son épouse, etc. Qui, voilà.
Là aussi, ça pose un problème. Eux garderont la nationalité. Sauf s'ils sont complices. Mais, dans son pays d'origine, elle est accueillie comme ça, normalement. c'est aussi... Mais l'accueil, c'est autre chose. Est-ce qu'il est en droit de la refuser, par exemple? Comme je pense au cas de Mohamed Merah, quand il est décédé, l'enterrement, donc on avait voulu l'enterrer en Algérie, l'Algérie avait refusé. Donc finalement, il a été enterré comme ça dans le secret en France. Mais pour les personnes vivantes, je ne sais pas, le terme de leur nationalité, dans leur pays d'origine, est-ce qu'ils sont en droit de la refuser? Finalement, je pense à moi, par exemple, qui ai vécu, moi aussi, enfin j'ai des origines marocaines, j'ai vécu sur le sol français, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas terroriste ni quoi que ce soit, mais supposons qu'on me renvoie dans mon pays d'origine, enfin je suis un produit purement français. Vous avez la double nationalité? Oui. Eh bien, au Maroc, vous serez considéré comme un citoyen marocain. Oui, mais si elle a commis un acte terroriste, est-ce qu'on voudra d'elle dans son pays? Voudra de moi, finalement, parce que je suis aussi une menace pour le Maroc. C'est aussi oui, en général, ils les prennent, mais ils les mettent... ils vous trouvent tout de suite une maison, pas de problème. Oui, parce que c'est pas évident. Mais c'est vrai, c'est un vrai problème, bien sûr. Et s'il vous plaît, elle est naturalisée. Mais Article 25. quelqu'un qui est étranger, un Marocain, prenons votre cas, mais on va prendre votre cas. On va dire que vous êtes que marocaine et que vous n'êtes que terroriste, d'accord? Vous commettez un bel attentat en France, d'accord? Et alors, on vous expulse au Maroc. Vous êtes que de nationalité marocaine. Qu'est-ce que fait le Maroc? Il n'a pas du tout envie de vous avoir. Mais c'est le même problème. De ce point de vue-là, c'est le même problème. De la même manière qu'en France, on n'aime pas trop avoir des gens français qui ont commis des crimes, etc. à l'étranger, qui sont expulsés chez nous. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que la justice se saisit d'elle, etc. Vous savez comment... Chaque fois, c'est assez compliqué. Regardez, par exemple, ce qui se passe lorsque, par exemple, il y a quelqu'un qui est accusé d'avoir fait du trafic au Mexique, ou des trucs comme ça, et qui revient en France. Il doit être jugé par la justice française. Bizarrement, bon. Voilà, ça pose toujours des questions, mais c'est les questions cette fois, de souveraineté de l'État. Mais vous gardez, en tant que double national, vous gardez votre lien de nationalité, vous n'avez pas été déchu, sauf si le Maroc décide de vous déchoir de la nationalité, auquel cas vous pouvez devenir apatride, mais cette fois, on est tranquille, nous. C'est pas de notre fait, c'est pas du fait de la France, ce sera du fait du Maroc, si le Maroc n'est pas parti à la Convention internationale. Ça peut être tout à fait possible. Ça, c'est un élément dont on ne parle jamais. C'est que l'apatridie est possible à partir du moment où un double national serait ressortissant d'un État qui ne reconnaîtrait pas ou qui n'aurait pas ratifié la Convention sur l'apatridie. Alors qu'est-ce qui leur arrive aux apatrides? Ça existe des apatrides. Ils ont un statut très particulier, plus ou moins protégé par la Convention de Genève sur l'apatridie, donc avec des droits très limités, restreints, etc. Mais bon, c'est pas terrible, quoi. Voilà, effectivement. J'avais une question également par rapport justement au contrôle du juge administratif. Alors il y a peu de temps, j'ai vu passer une affaire dans laquelle une assignation à résidence qui avait été annulée parce que les justifications finalement des autorités étaient secret défense. Là, le juge a dit bon, pas de justification, pas de donc nous cassons la décision. Mais du coup, dans d'autres cas, comment peut faire le juge administratif pour évaluer un risque, une présomption, etc. Puisqu'au final, les autorités ont des présomptions sur un certain nombre de personnes, ce qui justifie les perquisitions ou les assignations à résidence. Puisque le juge administratif, il ne fait pas un travail d'enquête. En fait, il n'a que le matériel qui lui est donné par la police, j'imagine. Ce qu'on appelle les fiches blanches. Oui. Ah, ouais. Ah. Quelle heure est-il d'abord? 3h30. Il nous reste 3 quarts d'heure. Ah, mais à peine. À peine. Une demi-heure. Je peux vous lire quand même une ou deux décisions, parce que vous verrez comment travaille le juge. C'est la seule manière. Voilà. Alors, juste avant. Non, vous voyez, j'ai pas changé, je suis toujours un bordel. Oui, mais toujours. C'est de pire en pire en vieillissant. Bon. Alors.
Alors, laquelle je vais prendre? J'ai le choix. Hein. Celle-là. Celle-là. Ou celle de... Oh, j'en ai plein. Bon. Une décision du Conseil d'État. À propos, c'était... non, celle-là, pardon. Ça, c'était sur la prolongation de l'état d'urgence. Voilà. À propos d'une mesure d'assignation à résidence. Donc, ce que vous me dites. Voilà. Il était l'objet d'une mesure, enfin, la personne, d'une assignation à résidence, et d'autre part, le préfet, donc ça c'était le ministre de l'Intérieur, et le préfet avait, le ministre, hein, faut pas, évidemment, prononcé en plus la fermeture administrative de son restaurant, Must Kebab, voilà, etc. Et voilà ce que dit le Conseil d'État. Il dit que c'est très intéressant sur le plan, même la manière dont les choses sont énoncées par le juge, le rôle du juge et tout. Il appartient au juge, des référés, si c'est en urgence, hein, voilà, de s'assurer en l'état de l'instruction devant lui. C'est donc bien la question que vous posez. Qu'est-ce qu'il doit faire? Que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire, ce que je vous disais tout à l'heure, entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, toujours cette idée de conciliation, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. L'autorité administrative, hein, je vérifie qu'il n'y a pas manifestement une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l'intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, ou dans la détermination des modalités de l'assignation à résidence. Autrement dit, vous le voyez bien, c'est l'appréciation de la réalité du danger que présente la personne, et d'autre part, les modalités de l'assignation à résidence, c'est-à-dire dans la mise en œuvre de la mesure elle-même. Voilà. Et dans la modalité, il y a bien sûr la durée. C'est ça que contrôle également le juge. Est-ce que la durée n'est pas excessive au regard de la réalité de la menace? Rien que comme ça, vous voyez bien qu'il va loin le juge, tout en disant, je vais regarder, vous voyez comment il marche. C'est pour ça, j'aime bien, c'est ça l'indépendance du juge administratif. Il dit, je ne contrôle que ce qui est manifeste, ce qui serait outrancier. Voilà, mais en réalité, je vais regarder de plus près. Alors, ici, en l'espèce, effectivement, mais bon, voilà, c'est des faits, donc je n'ai pas vu le dossier. Évidemment, s'il y a l'avocat de la personne, il va dire c'est scandaleux. S'il y a au contraire, je sais pas, il n'y a pas de ministère public, mais bon, la partie adverse, voilà, il dira que c'est tout à fait normal. Mais voilà ce qui s'était passé. Monsieur Machin, vous voyez, il résulte de l'instruction, et notamment des 3 notes blanches, effectivement, que Monsieur X, là, fréquente de façon très régulière 2 lieux de prière au Canet et à Cannes. La salle de prière est de tendance salafiste, que les éléments produits par le ministre, qui ne sont pas contredits, révèlent que la mosquée de Cannes-la-Boca a été financée par un proche de la famille royale saoudienne et qu'elle accueille depuis 2015 un imam provenant d'une mosquée radicale de Tourcoing. Ouais, c'est sûr, entre Tourcoing, voilà. Que M. X reconnaît que 3 membres cannois de la cellule terroriste dite de Cannes, Torcy, qui a été démantelée, ont fréquenté son snack et se borne à soutenir qu'il ne s'agissait que de clients. Ben voyons, que l'un d'eux, soupçonné d'avoir préparé un attentat, est incarcéré depuis 2013, l'autre a été mis en examen, et le 3e a échappé à des opérations de police pour partir combattre en Libye, voilà, en Syrie, pardon. Voilà, que M. X connaît également 2 autres membres de cette cellule. Il ressort de l'instruction que son mariage religieux a été célébré chez sa belle famille, avec comme témoin un islamiste radical qui fait l'objet d'une fiche S, qui a séjourné et combattu au Yémen. Bon, etc., etc. Quand on lit à peu près le dossier, ça commence à être lourd, voilà, et puis il y en a encore d'autres, voilà. Eh bien, malgré cela, voilà ce que dit, considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction
que la cellule de Cannes Torcy a été démantelée et ses membres n'ont plus fréquenté l'établissement depuis 2013, par suite en se fondant sur la circonstance que se déroulerait selon toute vraisemblance, en guillemets, dans cet établissement une activité de propagande et de prosélytisme, le préfet n'a pas justifié que l'ouverture du restaurant présenterait en novembre 2015 une menace grave pour la sécurité. Autrement dit, autant l'assignation à résidence était justifiée, autant là, la fermeture de l'établissement, c'était justifié par rien. Et moi, j'aime bien cette décision, parce qu'elle montre justement, bon, alors c'est un peu de la dentelle, mais voilà, c'est... Et d'autre part, c'est le juge des référés. C'est-à-dire que la décision, j'ai oublié de vous dire les dates, la décision du ministre de l'Intérieur, voilà, il est du 19 novembre 2015, et la décision a été rendue le 6 janvier 2016. C'est donc relativement rapide quand même, ça fait pas 2 mois. Donc c'est en urgence là-dessus. Ça n'exclut pas que le juge intervienne là-dessus. D'accord ? Voilà. D'autres questions ? J'ai répondu ? Voilà. Moi, j'en ai encore une toute petite. Oui, oui, non, Qu'en est-il même de une grande. Hein. 25 et des personnes qui ont acquis la nationalité française, qui ont acquis, Oui. et les personnes naturalisées aujourd'hui. Eh bien, je ne comprends pas votre question. Une personne qui a été naturalisée française, Ouais. qui n'a pas de double nationalité, et qui commet les actes qui méritent. Ah ben là, non. Ça ne vaut, c'est pour ça qu'ils ont bien précisé que ça ne vaut que pour les doubles nationaux. Voilà. Elle sera déchue de ses droits civiques, éventuellement. Ah oui, Voilà. alors vous avez tout à fait raison. Quelqu'un, au titre de l'article 25, quelqu'un qui sera déchu de la nationalité perdra effectivement ses droits civiques. Un point, c'est tout. Effectivement. Mais du point de vue de la patridie, il ne pourra pas être déchu de la nationalité. Il y aura perte des droits civiques, avec toutes les conséquences qui s'y attachent. Par exemple, si on perd les droits civiques et si on est fonctionnaire, bah, on est obligatoirement rejeté de la fonction publique. Voilà. Bon. Je suis perdu dans mon... Non, on peut rester jusqu'à 16h15. C'est vrai. Voilà. Continue. Donc, le pouvoir administratif, le jugement administratif, donc c'est un moyen de contrôle des décisions donc du pouvoir administratif, donc pour compte qui est a posteriori. Donc pour devancer, le seul recours qu'on ait pour prendre de l'avance, c'est le référé. C'est même pas de l'avance, hein. Il faut que la décision soit prise. Oui, De toute façon. Il faut réagir vite. Il faut... Ah ben oui, d'où l'intérêt, c'est ce qu'on appelle les procédures d'urgence. Oui. Alors, Et après, ça sera confirmé par le jugement au fond. Voilà. Bon, en général, on va même pas jusque-là, parce que alors là, pour le coup, c'est l'intérêt. Alors, un mot sur les procédures d'urgence. Il y a 2 grandes procédures d'urgence aujourd'hui. Devant les juridictions administratives, il y a ce qu'on appelle, on appelle ça des référés, parce que ça va très très vite, etc. C'est une procédure accélérée. Il y a quand même des échanges de plaidoirie, mais c'est très oral. C'est pas écrit, etc. Il n'y a pas avant. Donc ça va beaucoup plus vite. Et il y a deux types de référés. Il y a ce qu'on appelle le référé liberté et le référé suspension, qui a d'ailleurs à peu près le même objet. Le référé liberté, c'est d'ailleurs très souvent c'est le référé qui a été utilisé à propos des mesures d'assignation, quand on contestait les mesures d'assignation, c'est lorsqu'une mesure de police porte atteinte à une liberté fondamentale. L'assignation à résidence, c'est par nature une atteinte à une liberté fondamentale, ne serait-ce que celle d'aller et de venir. Par définition, ça porte atteinte à la liberté d'aller et de venir. Donc ça marche bien. Voilà. Donc c'est pas parce qu'une mesure de police porte atteinte à une liberté fondamentale qu'elle est illégale. Hein. C'est encore, faut-il que cette atteinte soit injustifiée pour qu'elle soit illégale. Bien. Donc, quelles sont les conditions du référé dans ces cas-là? Quand il apparaît que l'atteinte est manifeste, hein, c'est ça l'idée. Il faut qu'il y ait un doute sérieux sur la légalité. Ça ne préjuge pas du fond, soi-disant. Enfin, il faut quand même qu'on pense que il y a de bonnes chances de penser que c'est illégal.
très sérieusement. Et là, vous voyez que ça va même très loin. On croirait des jugements sur le fond. Bon. Bref. Mais lorsqu'il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision, et que par ailleurs, il y a urgence à intervenir, or, il y a toujours urgence quand il y a atteinte à une liberté fondamentale, dans ces cas-là, le juge peut ordonner des mesures visant à préserver la liberté face à la mesure. Alors, en l'espèce, c'est quoi? C'est de suspendre la mesure, tout simplement. Ou d'ordonner au juge, à l'autorité administrative, par exemple, si l'assignation à résidence a été fixée de manière inconsidérément longue, de manière à justement à prévoir une mesure limitant dans le temps, justement, la mesure d'assignation à résidence, ou sur la durée par jour, etc. Enfin, sur les fameuses modalités de mise en œuvre de la mesure, alors même que cette mesure serait justifiée sur le fond. D'accord? Ça laisse beaucoup de pouvoir, finalement, au juge d'intervenir rapidement. Voilà. C'est pour ça, par exemple, j'ai ici un jugement du tribunal administratif de Dijon, j'ai ici, mais alors ici je prends mes notes, le temps sera déjà passé parce que je ne sais plus où je l'ai mis, bref, comme ça, faites-moi confiance, c'est vrai, qui dit que l'assignation à résidence, elle était certainement justifiée sur le fond. C'était à propos de quelqu'un qui était dans la région, à Autun, voilà, et qui se livrait effectivement à des choses assez bizarres. Il y a quelqu'un d'Autun ici? Oui. Ah ben c'est lui d'ailleurs, voilà. On vous a libéré, c'est bon. C'est pour la conférence qu'ils l'ont libéré. Mais ils ont dit, mais attendez, dans l'arrêté, vous avez simplement, vous n'avez pas précisé la durée de l'assignation à résidence. Donc, conséquence, eh bien, le tribunal administratif de Dijon enjoint à l'autorité de prendre un arrêté fixant la date, la durée de l'assignation à résidence. Il ne déclare pas, il ne suspend pas la décision, en quelque sorte, il l'adapte. Bon, alors on pouvait discuter parce qu'il avait le moyen de suspendre, mais il a considéré qu'il fallait quand même que la personne reste chez elle, ça va aller mieux dans le contexte actuel. On sent que le juge participe quand même du système actuel. Voilà. Alors, il y a un truc qui est rigolo. Enfin, rigolo, c'est un rire très, très juridique. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Vigipirate. Les petits trucs. Vigipirate. Ça existe depuis longtemps. Ça existe, si ma mémoire est bonne, depuis les attentats déjà de Saint-Michel, exactement. Et Saint-Michel, c'est 85, hein? Ah non, 80. Ah bon, si ancien? Ah, c'est ancien, oui. Je pense que c'est 95, non, 85. Ah oui, c'est les années 80, plus que pas les années 90, il faudra vérifier. Enfin, c'est très ancien. Et donc, ils ont mis en place ce système Vigipirate qui permet, effectivement, c'est une autre variante. Des contrôles, quand même, on vous fouille les sacs, etc. et tout, voilà, il y a... Ça limite la circulation, ça limite l'accès à... Voilà, on met des sortes de barrières de protection, enfin, voilà, et puis c'est du contrôle quand même, voilà. On installe plein de choses. Caméra, oui. Des caméras, absolument. Notamment devant les écoles, devant les endroits dits sensibles. Bien. Et ici, on fouille les sacs. Et on ouvre les manteaux. On ouvre les manteaux, pourquoi pas, et tout ça. Et on fait même des palpations. Oh là là. On n'a pas le droit à ça. Vous n'avez pas eu droit à ça. Bien. Où est le débat sur le dispositif Vigipirate? Quel est le texte? Quel est le texte? J'ai demandé, bêtement, les juristes, c'est bien la source des choses, et on m'a dit secret défense. Ça, c'est de la démocratie quand même. Secret défense. Et vous entendez, sans que... Alors, là c'est la déchéance de nationalité, ça c'est vraiment un vrai sujet. En revanche, un coup on active, vous avez entendu ça? Ah, on a décidé d'activer Vigipirate. Et puis on le met en sommeil.
et puis on le réactive, etc. Mais qui décide de l'activer? Au nom de quoi? Selon quelle procédure? Qui est en charge de ça? Quels sont les contrôles? Comment on peut contester? J'ai rien vu. C'est un truc, c'est... Alors, c'est une limbe juridique, hein, pour moi. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc, c'est invraisemblable. Alors, j'aimerais bien quand même que tous ces auteurs quand même soulignent la curiosité, au moins juridique, de ce système dans lequel on vit, sans aucun problème. Et sans aucun problème. Alors que quand même, c'est des atteintes aux libertés assez fondamentales. Encore une fois, fouiller un sac, c'est l'atteinte à la vie privée, ça, il n'y a pas de doute. Palper, etc., bien sûr. Non? Du coup, quelles sont les implications, le déploiement de militaires sur le territoire, mais enfin, notamment hein, dans Vigipirate, quelles sont les choses qui sont prévues à l'intérieur? Secret défense, je ne sais pas trop. Ouais, ils ont des trucs, ils ont des ordres. Après, il y a des procédures qui ont été établies pour Vigipirate, mais des choses qui sont à faire ou à pas faire. Oui, mais pour qui? En 95, j'étais à l'armée. Voilà. J'ai été déployé pour Vigipirate pour surveiller les gares. Voilà. Et donc en fait, on avait toute une liste de mesures qu'il fallait qu'on fasse respecter aux militaires de base pour rentrer dans le cadre de Vigipirate. Donc ils devaient faire ci, ça, etc. On avait toute une nomenclature, toute une liste de choses, de procédures à faire. Voilà. Sur les heures, sur le déploiement, sur le nombre de militaires, il devait être temps. Il y a un peu de tout, non, il y a alors, la police et militaire, aussi bien. Moi, je ne connais pas non plus la source, hein, mais... On arrive par exemple au rectorat et qu'on nous demande votre sac, c'est pas militaire qui nous demande. Ben non, c'est pour ça que c'est pas que militaire. Quand on arrive dans un... Mais posez bêtement la question au recteur de savoir quelle est la source de ça. On vous dira Vigipirate, mais quelle est la source de Vigipirate? On va vous dire, ce sera une instruction du ministre de l'Éducation nationale qui fera ça. Ben non, on a tous été, il y a eu un temps d'information à la suite des attentats du mois de novembre. Au niveau ministériel, défense, par le 8e étage, c'est-à-dire les personnes du rectorat, secrétaire général, adjoint, etc. Ensuite, ça s'est redéployé au niveau académique par ce que vous évoquez, préfecture, gendarmerie, voilà, pour nous informer. Tous les chefs d'établissement l'ont été. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au retour des vacances de janvier, ils ont même fait toutes les procédures de simulation dans les établissements. Évacuation, entre autres. Voilà, confinement, face à interdiction de stationnement à certains endroits. Voilà, et sans que, effectivement, on ait eu aussi de documents écrits. Hein. C'est vrai qu'on a... Mais c'est un peu comme le plan Orsec, c'est un peu traité comme ça, Vigipirate. Il n'y a pas d'interrogation sur les libertés. Hein. Tout le monde, on est en système, on s'auto-contrôle tous parce que c'est notre propre sécurité, donc plus personne ne s'interroge. D'une certaine manière, si on refuse, on tape. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si on dit non, on ne peut pas entrer dans le musée, on ne peut plus rien faire. On s'auto-sanctionne, oui. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où collectivement on accepte de s'auto-surveiller tous en sachant que finalement c'est pas très efficace parce que de toute façon s'il y a une attaque terroriste c'est pas parce qu'on aura ouvert le sac que ça va changer grand chose. Parce que si on voit une bombe dans le sac, il se passe quoi? Je me suis toujours posé la question si dans la file où j'attends le précédent a une bombe, qu'est-ce qu'on fait? Et dans mon rouge à lèvres, il y en a peut-être une. Je plaisante pas quand je dis ça. Non, les consignes sont très très précises. Hein. Nous avons des fiches de signalement qui remontent régulièrement. Celui qui va dans les musées, là, de la même façon, hein, ils ont la même procédure. Oui, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais ça peut dissuader. Au Bataclan, il y avait des gens qui surveillaient ça, ça servait strictement rien. Donc en plus, on se contrôle dans un truc relativement peu efficace. Mais il faut qu'on se fasse. Mais est-ce que la fouille de ce matin était efficace? Absolument pas. C'est très bien qu'il y a plus de 1000 personnes. Après, la question de l'efficacité. Ça, c'est un autre débat. C'est l'objectif quand même. Oui, mais c'est ça pour les appels. Une question, vous avez parlé de référé liberté, Oui. suspension.
C'est ce qui a remplacé le sursis à exécution ou... Oui, absolument. Ah d'accord, vous me posez la question, est-ce qu'il existe toujours? Oui, c'est les autres procédures. Et puis l'autre, pardon, que j'ai pas trouvé tout à l'heure, c'était pendant mai 68. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de mis en place ou... Ah ben, mai 68, c'est formidable. Mai 68, vous vous souvenez peut-être, non, vous ne vous souvenez pas, mais on dit que le général de Gaulle est allé à Baden-Baden pour justement que les chars viennent à Paris, etc. Et il a été tenté, semble-t-il, d'avoir mis en œuvre l'article 16. Et c'est Pompidou qui a trouvé la voie géniale. Au lieu de mettre en œuvre ces procédures d'urgence, il a tout simplement dissous l'Assemblée nationale et appelé à des élections. Voilà. Et l'ordre est rentré. Ouais, c'est l'article 12. Voilà. Donc c'est une autre manœuvre politique. Mais c'était beaucoup moins, malgré les apparences, beaucoup moins violent qu'aujourd'hui. Enfin, il n'y avait pas... Dans son discours à la radio, il a prévu quand même qu'il serait contraigné à faire l'article 16. Si les manifestants perturbaient le déroulement de l'élection. Je ne me souviens plus de ça. Oui, fameux discours. Mais bon, voilà. Mais il y avait l'arsenal et la preuve, c'est que ça n'a pas servi à grand-chose. Quant à l'efficacité des mesures, ben ça c'est effectivement... Moi, par exemple, à l'université, c'était très intéressant. À l'université, il faut prendre des mesures, surtout à la fac de droit, parce que vous savez, il y a les communes droit et lettres. Donc, du coup, avant, il y avait une entrée lettres et une entrée droit, et devant. Et maintenant, ils ont barré l'entrée droit pour que qu'on puisse rentrer par le hall commun. Et en fait, le sous-sol, on peut descendre et tout est ouvert là pour le coup. Voilà. Mais ils ont raison parce que c'est l'entrée droite que les terroristes avaient décidé d'envahir. C'est vrai que c'est complètement stupide la plupart du temps. Si on réfléchit à l'efficacité des mesures, ça n'a aucun sens, c'est sûr. Mais bon, d'un autre côté... C'est sûr que la question aussi, on est quand même dans un pays où il n'y avait pas trop de vidéosurveillance. Et d'aller dans un pays anglo-saxon pour être stupéfait de la vidéosurveillance dans les voies publiques. Et on se dit, comme il n'y a aucune interrogation, on va les voir fleurir. Parce que là, on est dans un boulevard pour en France, on se pose des questions. Puisqu'évidemment, ça va nous protéger. Alors, oui, non, parce que je suis d'accord avec vous. On ne peut pas dire qu'on ne se pose pas de questions. Je trouve un peu l'inverse, presque trop, quoi. Justement, pourquoi est-ce qu'il y en a autant au Royaume-Uni de la vidéosurveillance et si peu en France? Précisément, parce que dès qu'il y a eu la vidéosurveillance, il y a eu aussitôt le front constitutionnel pour dire, attendez, c'est des atteintes aux libertés. Voilà. En Angleterre, je vous assure, pays de la démocratie, etc., alors là, ils n'ont pas eu cet état à la main. Voilà. Mais bon, ça, c'est variété, c'est culturel, oui, dans les deux. Voilà. En Angleterre, en même temps, il y a tout le monde peut porter le voile, etc. En France, c'est pas concevable. Bon, il y a des grandes différences, donc c'est des choses. Voilà. Mais en France, on a quand même. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a des débats, mais on adore ça, puisqu'on débat sur la déchéance et enfin, on s'occupe beaucoup. Dans le monde, c'est très intéressant. On a des pages et des pages. Mais sur l'efficacité, le retour d'expérience, faire avancer la même état de sécurité sur le Bataclan, par exemple, il n'y a pas de retour d'expérience. Enfin, je ne sais pas, moi, dans le 11e arrondissement, il y a quand même Charlie Hebdo, puis le Bataclan, et on n'arrive pas à voir... Enfin, c'est compliqué quand même d'arriver à une certaine sécurité. Ça, tout le monde est d'accord avec vous, c'est compliqué. Moi, je n'y crois pas. Donc là, effectivement, on a vu Irak, oui. De fatiguer nos militaires qui sont partout, ils commencent à fatiguer. Tout à fait. Militaires et policiers. On n'a pas suffisamment de
Moi, je voudrais poser quelques questions concernant la façon dont les élèves, quand vous abordez ce thème... Je voulais poser, vous posez les questions là-dessus. Bah, comment pose-t-il des questions? Voilà, on pose-t-il et comment vous réagissez et comment peut s'organiser un débat ou autre... Vous dites? Moi je dis, j'ai une élève, nous sommes deux, qui a choisi ceci comme projet. Une déchéance de nationalité. L'état d'urgence. Et la binationalité. La nature de l'épreuve, donc c'est un projet pour le baccalauréat. Oui, mais il y a des tas de choses... Mais c'est tout de suite après les attentats, hein. Le lendemain du 13 novembre, on a eu beaucoup de questions justement sur la riposte, etc. et l'état d'urgence et tous ces termes-là. Ils avaient besoin de mieux cerner. Ils l'ont vu avec leur prof d'histoire géo. Ils nous ont aussi posé la question en cours de droit. Enfin, ça a été un moment d'échange. Mais ils sont plutôt critiques, moi, les élèves, plutôt que c'est attentatoire aux libertés. Oui, mais ils se demandent toujours pourquoi. Il n'y a pas de raison que ça change. L'état de guerre terroriste, donc l'état d'urgence, ça a duré combien de temps? Mais sur toutes les questions, ils sont comme ça. Ils sont assez peu optimistes sur l'avenir. Et alors, sur Vigipirate, parce que nous, on fait la liaison, parce que nous, au lycée de Sens, ça atteint des côtés absurdes, ils sont obligés de faire ils sont outrés, juste. Mais c'est normal. Ils sont obligés de se déplacer. Voilà, de faire le tour. De toute façon, si on est attaqué, ils passeront par-dessus les grilles. Ils ont tout à fait raison. C'est très facile de passer par-dessus les grilles. Donc pourquoi s'ennuyer à montrer? Alors que moi, je pense qu'on montre qu'il faut... Il y a du Vigipirate pour ouvrir le parapluie s'il y a un problème, en disant que l'éducation nationale a pris des mesures. Bah oui, a pris des mesures. Ça rassure. Ah oui. Donc on ne pourra pas dire que l'éducation nationale n'en a pas pris, puisqu'on a ces très belles affiches partout dans toutes les classes. Partout. Et c'est fait très bien. Et ils se marrent. Ils sont très... Oui, on est dans le théâtre, on est dans l'affichage. On est dans l'affichage. Non, je pense que c'est quand même une volonté de sensibiliser, sans apeurer, mais sensibiliser. Et je pense que ça, c'est important de communiquer aussi là-dessus, de mettre aussi des mots sur ce que pensent les élèves, sur leur peur, leur demande. Bon, après les attentats, ils ont été extrêmement demandeurs. Hein. On a été obligés d'intervenir avec le professeur de philo, le professeur d'histoire. On a pris vraiment beaucoup de temps parce que c'était important. Même si des fois, mais nous, on avait du mal parfois à leur répondre, mais au moins, ne serait-ce que les écouter. Et moi, je pense que Vigipirate, enfin, j'ai pas vraiment la même vision de tout, parce qu'effectivement, des fois, ils ont arrivé, voilà, faut faire le tour, effectivement, s'ils veulent rentrer, montrer. On le sait bien, on le sait tous. Mais pour autant, c'est au moins le mérite d'ouvrir un débat, je pense, et de sensibiliser les élèves. Effectivement. Voilà, après, il ne faut pas être non plus tout le temps apeuré, puis effectivement, on ne peut rien faire. Le problème de la sécurité, je pense qu'il est important. On ne peut pas... Mais oui, mais c'est à vivre avec. C'est ça, ce que vous avez expliqué, la balance entre les deux pouvoirs, entre la police et les libertés. Mais ne rien faire, ce serait sans doute encore pire. Oui, mais c'est déjà le rôle, ce qu'ils attendent en fait. Ils veulent nous terroriser et accepter, c'est aussi une façon de dire oui, on accepte le terrorisme. Moi, personnellement, je suis très gênée de l'impact que ça a eu sur notre vie quotidienne. Enfin, moi, je suis une parisienne, donc c'est absolument hallucinant. Je crois Pour les efficacités, proche de zéro. Je crois qu'il y a une grande différence, me semble-t-il. Je vous ai dit, l'une des particularités de cette mise en œuvre de la loi de 55, parce que c'est ça qui était le cas, c'était sur l'ensemble du territoire national. Mais malgré tout, il y a une grande différence entre Paris et le reste de la France. Je suis allé à plusieurs reprises à Paris depuis les attentats. Il n'y a aucune commune mesure entre le climat qu'on sent à Paris, aussi bien dans les cafés, les restaurants, dans la rue, et encore maintenant. Et par exemple Dijon, etc. Ce qui fait que ici, j'ai le sentiment que c'est... Alors, au début, effectivement, l'impact a été très, très fort pour tout le monde. Mais maintenant, c'est ça le problème de la prolongation de l'état d'urgence. Voilà un état d'urgence qui est prolongé alors qu'il n'y a pas eu d'attentat. On nous dit qu'il y a des menaces
Mais la menace, qu'est-ce que c'est? Elle n'est pas tangible, elle n'est pas visible. Et comme en plus en province, il n'y a pas eu ce traumatisme comme à Paris, ça c'est indéniable. Du coup, ça paraît non seulement inefficace, mais surtout sans objet. Et du coup, c'est le côté liberticide apparaît au premier rang. C'est ça, j'ai l'impression, qui est plus la réaction. C'est-à-dire, ça sert à rien, et ça nous ennuie, pour être poli, etc. Et ça touche à nos libertés. À ce moment-là, la liberté prévaut, puisqu'il n'y a pas de menace à la liberté. Et quand la menace n'est pas tangible, n'est pas visible, effectivement, on a tendance à le faire. Le vrai problème, il est là. C'est que, forcément, les forces de police, si elles veulent agir efficacement, il faut qu'elles travaillent dans l'ombre. Si elles travaillent au grand jour, ça ne marche pas. Hein, c'est évident. Mais travailler dans l'ombre, c'est aussi liberticide, parce que ça fait des tas d'économies sur plein d'exigences démocratiques que nous avons, et de respect des droits. Donc c'est ça la conciliation qui est extrêmement complexe. Et moi je crois en effet, alors c'est quasiment le vrai motif d'espoir que j'ai, moi, là-dessus, dans notre société, c'est que je trouve au contraire, il y en a, je vous ai dit, il y a des choses qui m'énervent, d'autres que je trouve outrées, d'autres justes, etc., ou intelligentes. Je trouve quand même qu'il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat. Alors peut-être qu'on peut trouver que vous dites que, bon, c'est un peu des chimères, on fait ça au lieu de faire autre chose. Mais n'empêche que c'est des vraies mesures, donc c'est un vrai débat, la réalité elle est là, etc. et tout. Le débat sur la légitimité ou non de l'état d'urgence, ça c'est un vrai débat. Mais constitutionnaliser ces choses-là, oui, mais ça fait partie du débat. C'est-à-dire vous ne pouvez pas faire reproche en même temps, parce que ce qui a suscité le débat, c'est la décision d'inscrire dans la Constitution. Voilà. Et en inscrivant dans la Constitution, il y a eu un vrai débat sur l'état d'urgence qui peut-être n'aurait pas eu lieu si en 1985, au moment des banlieues, en 95, le vrai débat c'était celui de la violence policière. Moi je me souviens, c'était pas celui de l'état d'urgence. Alors pourtant il a été mis en œuvre à Chenauve, etc. Le paradoxe, c'est que, d'ailleurs, quand je réfléchis tout haut, en 95, je m'en souviens bien, l'état d'urgence était beaucoup plus sensible ici à Dijon, parce qu'il était à Chenauve, etc. et tout, que l'état d'urgence aujourd'hui ici. Ici, c'est beaucoup plus diffus, on le sent moins à Dijon. Enfin, je sais pas, c'est un sentiment que j'ai, peut-être qu'il n'est pas partagé, mais je le trouve beaucoup plus diffus, moins fort qu'avant. Ceci dit, il ne faut pas trop s'attacher à ce qui est visible, parce que l'état d'urgence, c'est beaucoup vous l'évoquiez, d'hommes de l'ombre. Par exemple, une cité comme le rectorat et tout ce qui est aux alentours, quand même, ici, il y a 540 personnes qui travaillent, donc c'est avec des symboles, l'éducation, etc. Il y a en permanence des personnes en civil qui sont à proximité et qu'on ne voit pas. Enfin, qu'on ne voit pas en tant que personne de la sécurité. Et qui sont là et qui, je disais, il y a des fiches de signalement et qui renseignent. Et rien que pour avoir eu quelques éléments des renseignements, je trouve que c'est bien. Parce qu'il y a effectivement des choses qui ne sont peut-être pas visibles, perceptibles, et qu'il est utile que les services de police le sachent, parce que ce n'est pas normal, et on a trop l'habitude un petit peu de passer à côté, de ne pas voir justement. Et voilà, ne pas aussi peut-être se contenter de croire que l'état d'urgence, ce sont les policiers en habit avec les armes, parce qu'il y en a aussi. Il y a beaucoup d'autres mesures qui ne sont absolument pas visibles. Alors que ce soit après efficace, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça permet de renseigner, et c'est parfois quand même assez inquiétant de le savoir a posteriori. Donc, je veux dire, rien que pour cela, c'est peut-être une façon que l'on a, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, d'essayer de se préserver, même si ce n'est pas forcément à 100%, d'éventuels autres actes terroristes. Je voudrais poser une question avec le plan Vigipirate Écarlate
avec l'instauration de l'état d'urgence, dans les établissements scolaires, les élèves ne fument plus à l'extérieur de l'établissement scolaire, mais la plupart du temps, je pense, désormais à l'intérieur. La question, puisque je passe tout le temps dans le nouvel espace fumeur, combien de temps ça va durer? Parce que, qu'est-ce qu'on va faire? Cette loi, finalement, elle n'est plus respectée. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Cette loi, et ça commence à bouffer, puis c'est... les parents commencent à râler. La loi est 20 n'est plus respectée. Ouais, c'est ça. C'est ça, on en a encore, vous voyez. Non, mais c'est intéressant. La loi, que là, on voit que les non-fumeurs commencent à râler. Les lois qui se confrontent. Oui, mais... Quelle est la plus importante la priorité dans les mesures à respecter. On sait que c'est temporaire. Mais même si ça dure un an. Parce que même si ça dure un an. Pirate va descendre pour un certain temps. Alors maintenant, les élèves fument à l'intérieur de l'établissement. Oui, ils ont un espace à l'intérieur. Devant l'entrée, c'est une cible potentielle. Et pour les protéger, soit devant oui, ce qui est bien. à l'intérieur, et non pas d'ailleurs près de l'entrée, dans un espace un petit peu aussi encore protégé. Et ça pose d'autres problèmes. Donc ils se rapprochent bien de nous. Notamment celui du respect. C'est passionnant. Alors là, franchement, merci. Ça, c'est un beau cas pratique en droit. Vous voyez ? Parce que ça veut dire quoi? Si je raisonne, si un parent va dire que l'établissement scolaire ne respecte pas la loi, il est hors la loi. Donc la décision est illégale. Voilà. Mais les circonstances sont telles que ça justifie le fait que, parce que ça serait plus dangereux que les élèves fument dehors. Voilà. Donc c'est une mesure de sécurité. Or, en droit, on admet, mais sur la base d'une autre théorie, c'est la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles, que quand il y a circonstances exceptionnelles, ce qui semble pouvoir être le cas, ce qui est tout à fait compatible avec l'état d'urgence. Le juge a admis qu'on pouvait mettre plusieurs couches, là encore, voilà, que les circonstances exceptionnelles justifient une atteinte au droit, ce qui serait illégal, pour assurer effectivement dans le respect, dans une mesure de sécurité plus grande. Donc c'est les circonstances là. Je pense qu'on est tout à fait dans ce cadre-là. Très très bien. Mais bon, c'est ce que je dirais. Mais est-ce que le juge administratif dirait la même chose que moi? Ça, c'est... Ils ont eu raison. Est-ce que vous avez une idée du regard des autres pays européens sur justement cette situation d'état d'urgence qui se prolonge en France? Non, je sais simplement que Amnesty International, mais c'est une ONG, hein, Amnesty International, a fait un rapport très très critique sur notre système. Ouais. Par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, elle ne s'est pas prononcée, elle n'a pas été saisie. Hein. Non. Je ne crois pas qu'elle ait été saisie encore. Il y a peut-être en cours de saisie. Alors, le temps, en quel statut? Elle condamne la France parce qu'elle met du temps à rendre des décisions de justice, mais si elle se condamnait elle-même, ça coûte très cher. Donc, pour le moment, je ne sais pas, non. Je sais simplement, le rapport d'Amnesty International, très critique, effectivement. Voilà. Mais bon. Avez-vous d'autres questions? En tout cas, merci de... Il est 4h15. Hein? Impeccable. C'est pas... Merci beaucoup. C'est pas formidable. C'est vrai que je vous remercie. Aux quelques collègues